Le Japon, c'est super. Tout le monde est sympa, la vie est belle, c'est plus sûr de vivre ici, vive les mangas, et en plus, la France, c'est quand même vraiment trop nul. C'est le genre de phrase typique que l'on entend de la part de personnes qui vivent ou veulent vivre ici, et bien que je ne pourrais pas aller totalement à la rencontre, étant moi-même ravi de mon quotidien ici, je trouve que ces raisons sont souvent très mal ou peu expliquées, et en plus de ça, il y a vraiment des points que j'ai jamais entendus ailleurs et qui contribuent grandement à la qualité de vie. Mettons les choses au clair dès le début, on va passer au-delà du niveau les Sakura c'est cool et les smoothies du 7-Eleven c'est trop le futur, et on va s'attarder sur des points qui ont un réel impact sur notre vie du quotidien. Il va forcément y avoir un peu de redit avec ce que vous avez déjà entendu ailleurs, mais même pour ces points ultra connus, je vais tenter de rentrer plus en détail et de vous donner les vraies raisons de pourquoi est-ce que ça a autant une influence sur notre vie. Sur ce, on est parti. On va commencer cette vidéo en parlant des non-dits. Les trains, ils sont à l'heure. Bon, ça c'est typiquement le genre de phrase que je n'aime pas puisque petit 1 ça reste beaucoup en surface, et petit 2 c'est pour moi se tromper de catégorie puisque en fait les trains ils font partie d'un tout que sont les infrastructures. Le vrai fond du sujet, c'est que les infrastructures, elles sont mieux au Japon qu'en France. Le sujet étant déjà entamé, continuons avec les trains. Déjà, les trains ne sont clairement pas toujours à l'heure, et ça il suffit juste de vivre sur place pour s'en rendre compte. En revanche, la vraie différence, elle est dans l'ordre de grandeur du retard, puisque en France on est facilement sur des 10, 15, 20 minutes, alors qu'au Japon c'est plus de l'ordre de quelques minutes, 5 minutes. Là où la fameuse ponctualité japonaise est beaucoup plus vraie, c'est avec les Shinkansen qui sont effectivement très rarement en retard, mais pour moi s'arrêter à la ponctualité, ce ne serait ne pas rendre honneur aux meilleurs points de ces trains-là, qui sont qu'on peut les prendre comme un métro. Si là tout de suite j'ai envie de partir à Kyoto, je le peux, et ce sans réservation. Avec un train presque toutes les 10 minutes, la seule chose que j'ai à faire c'est aller en gare, j'achète mon billet, je monte dans le train, et je suis déjà parti. Si je me rends compte que je voulais partir plus tôt que prévu, aucun souci, on va au guichet et ils vont me changer mon billet gratuitement pour que je puisse partir plus tôt. En revanche, si ce dont j'avais besoin c'était plus de flexibilité, pas de souci, je peux juste acheter un billet pour une place libre et alors je peux monter littéralement dans n'importe quel train. On touche à ce qui est pour moi un point essentiel de la vie au Japon, elle est pratique. Les trains ne sont qu'un point parmi tant d'autres qui font que c'est un vrai bonheur de vivre ici au quotidien. Un exemple tout bête, les toilettes dans toutes les gares, les parcs, les magasins, c'est trop bien. Un autre point qui est évidemment très connu, c'est les fameux combini qui sont ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7, mais en tant que personne qui vit ici, moi ce qui m'intéresse le plus, ça va être les supermarchés ou les drugstores, puisque c'est là-bas où je vais faire mes courses. Et même pour ça, on est assez fréquemment ouvert 7 jours sur 7, et environ jusqu'à 22h, 23h, et ce, même en dehors de Tokyo. Les ATM et les imprimantes dans tous les combini, c'est vraiment très pratique, et ce, surtout quand sur n'importe quelle imprimante, vous pouvez imprimer des documents administratifs comme par exemple un justificatif de domicile. Ma liste elle est très loin d'être exhaustive, mais il faut vraiment vivre ici pour se rendre compte à quel point les infrastructures et l'environnement urbain a pensé pour être pratique. Pour la faire courte, vous payez des taxes ou un service, et on a l'impression que l'argent n'est pas gaspillé. Maintenant qu'on a abordé le sujet des infrastructures, il est temps d'aborder un sujet ultra récurrent, la sécurité. Oui, on est plus tranquille au Japon qu'en France. Ce n'est pas juste une question d'agression, ça s'étend sur des points comme utiliser son téléphone pour réserver une table dans un café. Bien que je sois d'accord avec ce point, je tiens quand même à préciser que parmi beaucoup de personnes qui vivent ici, une grande partie dépeignent la France comme un pays qui est vraiment très peu sûr, et j'aimerais quand même dire que je trouve toujours ça très exagéré puisque certes la France n'est peut-être pas le pays le plus sûr au monde, en revanche on est quand même loin d'être sur un pays très dangereux. Mais si la France n'est pas si horrible qu'on le dit, alors c'est quoi le problème ? Pour moi, le problème, il vient de la charge mentale. Rien que l'idée qu'il puisse se passer quelque chose, c'est suffisant pour devenir une source de stress. Qu'on s'entende, cette peur elle peut être complètement fictive et potentiellement qu'il ne se passera jamais rien, sauf qu'un humain, ça réfléchit pas comme ça. En général, à partir du moment où on sait qu'un vol ou une agression est quelque chose de possible, alors on va être naturellement plus vigilant. Tenir plus fermement son téléphone lorsque les portes du métro s'ouvrent, regarder autour de soi dans la rue la nuit, ou encore vérifier les poches de son sac au cas où qu'il y ait un pickpocket, tout un tas d'actions très réelles et qui proviennent pourtant d'une peur qui n'est pas forcément tant que ça. Sauf qu'aussi peu rationnelle qu'elle soit, c'est comme ça qu'on fonctionne. Individuellement, c'est pas grand chose, pas vrai ? On parle juste de faire attention à ses affaires ou être attentif à son environnement. Sauf que le problème, c'est qu'on le fait en permanence quand on est dans le train ou qu'il est tard la nuit, et c'est une source de stress. Aussi infime soit-elle, ça ne change rien au fait que petit à petit, au quotidien, elle va nous consommer. Donc maintenant, si on rapporte ça sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, même 40 ans, sur le long terme, ça vous fait un problème, une source de stress dont en fait vous n'aviez même pas besoin à la base. Et c'est exactement pareil pour ce que je disais avant. Je vais reprendre l'exemple du train car je pense que ce sera le plus parlant, mais savoir qu'on a un train uniquement toutes les 20-30 minutes et que si on loupe on est en retard, c'est une source de stress. Savoir que potentiellement son train va être annulé ou avoir un retard conséquent,
c'est une source de stress supplémentaire. Voilà ce que je voulais dire par charge mentale. Le Japon, ou Tokyo pour être plus précis, c'est vraiment plein de petites choses qui, prises individuellement, c'est cool mais sans plus, mais une fois réunis ensemble, c'est vraiment un bonheur au quotidien. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre pour comprendre, mais je suis vraiment prêt à défendre que Tokyo, la plus grande mégalopole du monde, elle a une vie moins stressante qu'à Paris. Si je m'arrête là, je vous expliquer pourquoi moi je pense que la vie elle est plus agréable à Tokyo qu'à Paris, mais ce serait faire la moitié du boulot. Pouvoir vivre tranquille c'est bien, mais encore faut-il en avoir les moyens. Pour vous parler de cet élément qu'est le coût de la vie, on va s'appuyer sur un site qui regroupe énormément de données du monde entier et qui permet de faire des comparaisons de villes. Avant de commencer, on pourra noter que le site est fréquemment cité dans la presse. Ça veut pas forcément dire que tout est vrai, mais au moins ça montre son sérieux. On est donc sur la page qui compare Paris et Tokyo, et l'idée c'est qu'on va passer en revue les chiffres et je vais m'arrêter sur ceux qui me semblent importants. Avant même de commencer, je pense qu'il va être important de faire un point sur une chose qu'il faudra garder en tête durant toute cette partie. Je parle évidemment du taux de change qui est astronomiquement élevé. Au moment où j'enregistre, on est environ à 1€ pour 170 yens, et il faut vraiment prendre en compte que tous les chiffres que vous verrez, tous les pourcentages, ils sont forcément influencés par ce dernier. Si on prend l'exemple d'un repas, 1125 yens c'est environ 7€, et 16€, c'est 2763 yens. Bien que ce soit factuellement vrai, c'est très difficile de faire la comparaison de cette manière, puisque un coût, il est relatif au coût de la vie et non pas à un taux de change. Je vais prendre l'exemple suivant de la liste pour illustrer mon propos, celui d'un restaurant moyen de gamme pour 2 personnes. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que 60€, c'est pas négligeable. Je sais bien que dans ce cas-là c'est pour 2 personnes, mais dans tous les cas, moi j'estime qu'une addition à 60€, on n'est pas sur un prix qui est très bas. Pour moi, il y a plusieurs raisons, mais dans l'idée, on est déjà sur un montant qui dépasse les 50€, et donc qui va se rapprocher doucement du palier symbolique des 100€. À côté de ça, je connais le coût de la vie en France, et donc je sais bien qu'avec 60€, on peut quand même s'acheter beaucoup de choses. Aussi, j'ai gagné un salaire en euros, et je sais aussi combien ce montant représente vis-à-vis de mon salaire. S'il y a une chose que je veux que vous gardiez en tête durant cette partie, c'est que le taux de change, il ne sert strictement à rien lorsqu'on essaie de comparer un coût de la vie. Maintenant que cela a été clarifié, on va pouvoir parcourir cette liste. Donc, commençons un peu à regarder ce qu'il y a sur cette page. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, que ce soit le McDo, de la bière, et moi un truc qui m'a tout de suite un peu frappé, ça a été le prix du riz, qui se trouve juste ici. Le Japon est quand même beaucoup plus connu pour son riz que la France, donc ça m'a quand même surpris dans un premier temps de voir une telle différence, mais quand on y réfléchit, c'est assez logique puisqu'en fait la majorité du riz consommé, il est national. Ce que je veux dire par là, c'est évidemment que le riz est produit au Japon, et donc comme en France, dès que quelque chose est produit dans le pays, tout de suite, les prix montent un peu. Si on prend en plus en compte l'inflation qui a frappé le pays, on se retrouve avec un prix du riz qui a presque doublé sur 2 ans, et donc ça va nous expliquer cette différence qu'il y a entre le Japon et la France. Un autre produit sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est le poulet, puisqu'on peut voir qu'on est sur du 1165 yens contre 12,61€ en France, ce qui est effectivement une bonne surprise, puisque le Japon étant une île, on pourrait potentiellement s'attendre à ce que ce soit plus cher, mais dans les faits, écoutez, le poulet, c'est moins cher ici. Ensuite, on va arriver sur un point ma foi très connu du pays, les fruits, les légumes, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Si on prend l'exemple du kilo de pommes, on peut voir que 3,15€ en France, c'est vraiment super, au Japon on est à 800 yens, et il faut voir que vous pouvez manger au restaurant pour moins de 800 yens ici. Ensuite, on va aussi avoir les bananes par exemple qui vont être une exception puisque une bonne partie est importée et en général quand c'est importé c'est un peu moins cher. Mais en tout cas dans l'idée, vous en avez déjà entendu parler et non ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un mythe, les fruits, les légumes c'est très cher comparé à la France. Le prochain point sur lequel j'aimerais qu'on attarde ce sont les tickets de transport puisque d'apparence ils ont l'air beaucoup moins chers ici, donc 220 yens contre 2,50€. En revanche, c'est vraiment qu'une façade puisque la réalité elle n'a rien à voir. Je suppose que ce 220 yens a été calculé en faisant une moyenne puisqu'il y a une différence majeure entre Paris et Tokyo, c'est que le prix il est à la distance et non pas à l'unité. Donc en partant de ça, en fait c'est assez rapide d'arriver sur des tickets de métro qui sont assez chers, de l'ordre de 400-500 yens, notamment dès qu'on fait des changements de ligne. Dans les faits, ça ne me dérange pas personnellement puisque même si on paye un peu plus cher, j'ai quand même l'impression d'avoir un service qui est quand même bien de meilleure qualité qu'en France, et donc si c'est ça le prix à payer au final pour avoir un tel service, moi ça me va. Après avoir parlé du ticket à l'unité, j'aimerais qu'on s'attarde sur le pass mensuel puisque, encore une fois, ça a l'air d'être bien moins cher ici, sauf que la réalité, elle est complètement différente. À Paris, il y a le pass Navigo qui certes coûte cher, mais qui en général est remboursé au moins en partie par l'employeur, et qui, en contrepartie, vous permet de prendre n'importe quel transport, que ce soit train, métro, en banlieue, dans Paris, les bus, les tramways, c'est vraiment une carte multifonction. À Tokyo, les seuls passes mensuels dont j'ai entendu parler, c'est uniquement sur les lignes JR, et dans l'idée, vous allez définir votre destination d'une gare à une autre, et votre trajet mensuel, il va être uniquement entre ces deux gares-là. Donc, pas de bus, pas de trajet sur une autre ligne, on parle vraiment que de gare JR et sur votre trajet défini.
Donc pour être honnête, je sais pas exactement d'où sortent les chiffres, mais dans les faits, je vais pas trop me fier à cette comparaison puisque je pense que le pass Navigo est quand même quelque chose de très bien qu'on a à Paris. Parlons maintenant un peu voiture. On arrive sur des montants où ça devient très difficile de se les représenter puisqu'on parle quand même de 2 500 000 yens au Japon et 31 000 € en France. D'un point de vue ressenti, j'ai envie de vous dire que c'est moins cher au Japon, mais on va revenir un peu après sur le sujet parce que j'ai des éléments concrets qui me font pencher dans le sens que c'est effectivement moins cher ici. Dans la partie Utilities, j'aimerais m'attarder sur un point qui est la téléphonie, puisque effectivement on parle de 4 000 yens au Japon et 15 € en France, et il faut voir que là en termes de pouvoir d'achat, 4 000 yens c'est gigantesque comparé à 15 €. La France c'est vraiment une exception mondiale puisque nous, grâce à Free, on a eu des forfaits mobiles à 2 €. Ici, c'est vraiment impensable d'avoir quelque chose d'aussi peu cher. Une autre donnée qui me fait très mal, c'est évidemment la salle de sport, puisqu'on est sur 10 000 yens contre 37 €. La salle de sport ici, ça coûte vraiment la peau du cul. Je veux dire, pour une vingtaine d'euros par mois, je pouvais aller chez Basic Fit. Ici, pour Anytime Fitness, je dois payer 9 000 yens par mois. Alors oui, la salle, elle est très bien entretenue, je peux y aller 24 h sur 24, mais je vous jure que 9 000 yens par mois, ça fait quand même un peu mal. Pour terminer cette liste, on va comparer deux critères qui me semblent très importants de prendre ensemble, le loyer et le salaire. Ce qui va être bien avec ces deux critères, c'est qu'on va pouvoir comparer entre Tokyo et Paris que représente le poids d'un loyer dans le salaire. Donc si on prend le loyer moyen pour une chambre dans Paris avec le salaire moyen, on en arrive sur un résultat d'environ 40% du salaire. Donc si on fait la même chose avec Tokyo, on arrive sur 40%, donc 4% de moins, ce qui me semble mine de rien pas négligeable puisqu'on parle quand même de nombres qui sont de l'ordre de grandeur de milliers d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Cependant, la comparaison devient très intéressante lorsqu'on parle d'appartements qui sont en dehors de centre, puisque sur Paris, on est environ à 31%, alors qu'à Tokyo, on est sur 23%, donc on est sur une différence de presque 10%, ce qui est gigantesque. Mais alors, pourquoi? Selon moi, ce qui joue beaucoup, c'est la taille des villes et l'efficacité des transports. Dans l'idée, du centre de Tokyo, en 1 heure de train, je peux être à Saitama, tout à l'ouest de Tokyo, ou encore vers Chiba. Vous me direz sans doute qu'on peut faire Paris à Paris et qu'en 1 heure de train, je peux passer de l'ouest à l'ouest ou encore du nord au sud, sauf que entre Paris et Tokyo, il y a quand même une différence qui est fondamentale, la surface. Paris intramuros, c'est 105 km², Tokyo, si on compte uniquement les 23 arrondissements, c'est 627 km². Pour en venir au sujet, qui dit surface plus grande dit qu'il y a plus de logements, et on va aussi avoir des quartiers qui sont plus ou moins chers, et donc si on combine ça avec le fait que les transports sont plus efficaces et couvrent une plus grande distance, il est beaucoup plus facile d'aller s'installer dans des quartiers qui sont moins chers comparé à Paris. On en a donc fini avec cette liste, mais si on remonte un peu, on peut voir qu'au global, on a quand même l'impression que Tokyo c'est bien moins cher que Paris, mais alors pourquoi ? Un premier élément de réponse qui va nous éclairer, et surtout que j'ai jamais entendu ailleurs, les taxes. En France, les charges patronales elles sont environ de 22% à 42% en fonction du salaire. Au Japon, elles sont environ à 16%. Faisons l'exemple avec un gros salaire pour que ce soit explicite. Prenons une base à 50 000 € brut et des charges à 32%, puisque en France, plus son salaire est élevé, plus les charges sont élevées. En France, vous toucherez 34 000 €, au Japon, 42 000. 8 000 € de différence. Donc oui, forcément, qui dit que vous gagnez plus d'argent, dit que vous allez payer plus d'impôts. Sauf que le Japon, c'est un système par tranche comme la France. Donc même si on vous prend 30% sur vos 8 000 € en plus, au final ça fait toujours plus que zéro, et donc vous aurez plus d'argent au Japon que si vous étiez en France. C'est un point que j'ai littéralement jamais entendu ailleurs, alors que pourtant ça me semble essentiel. À salaire équivalent, vous gagnez plus au Japon, point. Pour continuer dans les taxes, la TVA, ici, elle est à 10% contre 20% en France. Donc oui, 10% de 1000 c'est toujours plus élevé que 20% de 100, mais il n'en reste que sur le principe, c'est un poids en moins pour le consommateur. C'est une des raisons principales qui fait que l'automobile est moins chère ici, puisque les pourcentages, par essence, ça a un gros impact sur les gros nombres. Enfin, un autre point qui me semble beaucoup jouer sur le coût de la vie, c'est l'immobilier. Si on reprend les chiffres du site, on peut voir que le loyer pèse plus sur le salaire à Paris qu'à Tokyo, et peu importe où vous êtes dans le monde, le loyer représentant une part considérable du salaire, 10% de différence, c'est très important. Voilà selon moi les points essentiels qui font que vous vous en sortirez mieux financièrement au Japon. Cependant, j'aimerais quand même nuancer un peu avant de passer à la suite. Ce que je viens de vous expliquer, je pense que ça s'applique aux japonais moyens, mais pas forcément à un étranger qui décide de venir ici. La raison pour laquelle vous viendrez ici, ce n'est pas parce que le loyer est moins cher, mais sans doute parce que le quotidien ou le pays vous plaît, et je ne pense pas me tromper en disant que vous allez sans doute vouloir profiter, que ce soit à travers de sorties, voyages, bons restaurants, en bref, pleinement découvrir le pays. Vous voyez sans doute où je veux en venir, mais dans l'idée vous dépenserez plus qu'un japonais moyen comme vous allez vouloir profiter, et donc par extension, il va vous falloir un salaire plus ou moins conséquent pour pouvoir soutenir votre train de vie. N'espérez pas recevoir le RSA ou les APL, puisque ça n'existe tout simplement pas ici. Si on veut être précis, il y a le Seikatsu Hogo, mais dans l'idée c'est une version bien plus contraignante que la RSA, puisque la mairie, elle va aller jusqu'à appeler vos proches pour savoir s'ils ne peuvent pas vous aider plutôt que vous donner de l'argent. En résumé, oui, c'est moins cher de vivre au Japon qu'en France, et c'est un critère qui est important,
En revanche, il ne faut pas non plus être naïf et penser qu'on va vivre avec 1000 yens par jour. Il est possible que même avec des moyens restreints, vous ayez une super vie ici. En revanche, c'est aussi possible que ce soit très frustrant puisque vous ne pourrez pas faire tout ce que vous souhaitiez. Avant de passer à la dernière partie qui va traiter de l'intégration, j'aimerais prendre le temps d'énumérer quelques points que je savais pas où mettre mais que je trouve plutôt cool, donc c'est parti. Un des moyens lorsqu'on souhaite investir en bourse, c'est le PEA. Normalement, il est taxé à 30%, mais si on attend 5 ans sans sortir d'argent, alors elle est réduite à 17,2. Au Japon, l'équivalent du PEA, c'est le NISA. Il permet d'investir en bourse tout comme le PEA, et ce, avec 0% d'imposition. Je suis très sérieux, le NISA, c'est aucune taxe, et ce, à vie. Autre point cool, l'assurance maladie, elle existe au Japon. Ne sachant pas à quel point c'est connu ou pas, dans le doute je le mentionne. Ici, le système d'assurance est je trouve plus simple, c'est 70% remboursé pour n'importe quel type de soins, alors que visiblement en France, ça va dépendre. En revanche, le système de mutuelle n'existe pas ici, donc je n'ai jamais entendu parler de quelque chose comme 100% de remboursement comme on peut avoir en France. Un bon point que je voudrais citer pour le système japonais, c'est que les dépassements d'honoraires ça n'existe pas ici, donc aucun frais qui ne sera pas remboursé par l'assurance. Passons à un prochain point qui va sembler comme un détail, mais une fois habitué je trouve ça un peu cool. Les voitures, elles sont absentes du paysage urbain. Je m'en suis rendu compte en rentrant en France après un an passé ici, mais je me suis habitué à voir des voitures que sur des parkings. En France, on est habitué à voir des voitures le long des routes ou encore à cheval sur les trottoirs, mais en fait c'est à minima un peu envahissant, et surtout je trouve ça un peu laid en fait. Tokyo et Paris sont deux villes qui n'ont rien à voir, notamment dans leur histoire, et je comprends bien que Paris doit jongler avec une histoire vieille de centaines d'années, qui font qu'il y a des contraintes que Tokyo n'a pas. Cependant, je tenais quand même à mentionner ce point, puisque pour moi ça reste quand même une bonne chose. Enfin, on va terminer cette liste avec un point qui va sembler anecdotique, et qui pourtant, je vous jure, est loin de l'être, la météo. Il semblerait qu'il y ait en moyenne 2338 heures d'ensoleillement à Paris et 2841 à Tokyo. Ça fait une différence d'environ 500 heures, et c'est gigantesque. Pour que vous vous rendiez compte de l'ordre grandeur, le mois où il y a le plus de soleil à Paris, c'est le mois de juillet, avec une moyenne de 308 heures, donc ça veut dire que au bas mot, à Tokyo, il y a un mois et demi en plus de soleil qu'à Paris. Je vous ne ferai évidemment pas l'affront de vous expliquer en quoi le soleil est bon pour la santé, donc je me contenterai juste de vous laisser imaginer à quel point c'est agréable de se lever avec un ciel bleu, et ce pendant un mois et demi de plus. Bon, après si on est honnête, les typhons et la saison des pluies, c'est pas non plus l'idéal. La météo va conclure cette liste, et il va être temps de passer au dernier sujet, l'intégration. La première chose qui me semble important, ça va être de définir de quoi on parle. En cherchant une définition de l'intégration dans le cadre de partir vivre à l'étranger, il s'avère que tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, puisque certains parlent d'un processus bidirectionnel entre la personne concernée et le pays d'accueil, d'autres ne le mentionnent pas, et enfin certains se concentrent surtout sur l'aspect social, et en bref, rien n'est gravé dans le marbre. Je vais donc à mon tour m'essayer à cet exercice qui est de définir l'intégration. Selon moi, il s'agit d'un processus qui va mener à un point où si l'on mettait notre vie en pause et qu'on a examiné chaque aspect socio-économique, alors on ne devrait plus voir la différence entre un local et un étranger. En clair, vous parlez la langue, connaissez la culture, avez un cercle d'amis, travaillez et payez des impôts comme les locaux. Rien que là, je pense qu'il va être important d'introduire une première nuance, puisque je pense que l'intégration, c'est pas juste un interrupteur avec intégrer, pas intégrer. Dans l'idée, je conçois ça comme une courbe qui va croître au fur et à mesure du process, et quelque part, il va exister un seuil au-delà duquel on va être considéré comme intégré. Évidemment, cela implique donc qu'il y a des personnes qui sont plus intégrées que d'autres. En me basant sur ma définition, on va répondre à plusieurs questions et on va détailler ensuite. Est-ce qu'il est possible de devenir français ? Oui. Est-ce qu'il est possible de devenir japonais ? Non. Est-ce qu'il est possible de s'intégrer au Japon ? Oui. Je vais commencer par détailler les deux premières questions et vous expliquer pourquoi selon moi il est possible de devenir français mais pas japonais. Ma réponse vient de deux choses, l'ethnie et l'état de l'immigration des deux pays. Au Japon, du fait des 3% d'étrangers, vous aurez beau parler un japonais absolument parfait, si vous n'avez pas l'ethnie japonaise, alors vous n'obtiendrez pas le même comportement des locaux. Un exemple qui illustre bien ça, c'est le cas des couples étrangers qui ont eu un enfant qui est né et qui a vécu toute sa vie sur place. Cette personne aura beau être 100% japonaise, ça va lui arriver de se faire Nihongo Jurose comme n'importe lequel d'entre nous, et ce qui n'arriverait évidemment pas si elle avait une tête de japonais. But whatever I say, the conversation goes into your Japanese is so good. Why, you know? En revanche, j'aimerais tout de suite couper l'herbe sous le pied à ceux qui se font des idées. Je ne vois pas ça comme une mauvaise chose. Pour moi, c'est surtout le reflet de différences sociales et historiques entre les deux pays, et je trouve que ça ne vaut pas le coup de s'offusquer pour ça. Abordons donc le sujet principal qui vous concerne comme me concerne, s'intégrer au Japon. J'ai précisé que je voyais l'intégration comme une courbe et non pas comme quelque chose de binaire, donc je pense qu'il est important d'essayer de définir c'est quoi le seuil d'intégration. Selon moi, on pourrait ranger ça en 4 catégories. Le fonctionnel,
le culturel, le social et le psychologique. Commençons donc avec le fonctionnel. Il s'agit, comme le nom l'indique, les compétences de base à maîtriser pour être autonome ici, donc la maîtrise de la langue, pouvoir réaliser des tâches administratives, et connaître surtout les lieux de service pour obtenir ce qu'on cherche, donc que ce soit santé, magasin, loisirs ou transport. Pour le culturel, il va s'agir des connaissances aussi bien sur les normes culturelles que l'histoire, la géographie ou encore l'actualité. Pour le social, c'est évidemment de ne pas avoir un cercle 100% étranger, et dans l'idée aussi participer à la vie locale, donc que ce soit à travers des associations, du bénévolat, etc. Enfin, pour le critère psychologique, c'est quelque chose que j'estime beaucoup plus personnel, mais tout aussi important. À quel point est-ce qu'on se sent chez soi alors qu'on n'est pas dans son pays d'origine ? Chaque critère n'est évidemment pas indépendant et en fait ils se complètent les uns les autres. Le critère fonctionnel me semble être le plus fondamental puisqu'on parle des bases à avoir pour être autonome et le critère social va forcément être très influencé par votre maîtrise du japonais. Alors en se basant sur ces critères, c'est quoi le seuil minimal d'intégration ? Pour le fonctionnel, j'estime que c'est être autonome. Donc pas besoin de quelconque aide pour la langue, que ce soit humaine ou machine, et ce pour les situations du quotidien. Connaître et pouvoir réaliser des tâches administratives basiques comme une déclaration d'adresse, payer des taxes ou encore ouvrir un compte bancaire me semble absolument essentiel. Pour le culturel, ça va être des choses très basiques qu'on a déjà entendu parler des millions de fois sur internet comme ne pas planter ses baguettes dans le riz, à des choses plus complexes comme adapter sa manière de parler en fonction du contexte. C'est connaître des personnalités japonaises, donc par exemple Orotani ou encore Sandwichman, et c'est aussi suivre l'actualité, et si c'est le cas d'ailleurs, vous aurez sans doute déjà entendu parler de Sensei Ito. Pour le social, avoir quelques japonais dans son cercle de connaissances et participer à des clubs de sport ou alors des événements locaux. C'est le critère qui me semble le moins évident, notamment à cause du fait que la manière d'aborder les relations entre la France et le Japon, en fait elle a rien à voir. Enfin, pour le critère psychologique, c'est tout simplement se sentir intégré. Voici selon moi ce qui me semble être un bon seuil d'intégration. Néanmoins, je pense que cette approche elle contient un problème majeur puisque j'essaie de vous décrire un seuil qui se veut objectif, or j'ai introduit un critère qui est éminemment subjectif, qui est évidemment le psychologique. Je pense que l'on peut régler ce problème assez facilement, et pour ça, il va falloir intégrer un deuxième seuil qui est celui de l'intégration perçue. Pour moi, bien qu'il me semble possible de définir un seuil objectif, il me semble tout aussi important d'en définir un perçu, puisque en fonction de chaque personne, la définition des critères, elle va varier. Peut-être qu'une personne se considérera comme intégrée si elle a uniquement le N4, alors que pour une autre, il lui faudra absolument le N1. Une personne se contentera peut-être de connaître quelques noms de préfectures, alors qu'une autre voudra absolument tous les connaître, et surtout, les emplacements géographiques aussi. C'est typiquement dans ces moments-là que je pense qu'un seuil objectif est nécessaire, puisque pour prendre un exemple absurde, c'est comme si une personne qui ne parle pas du tout japonais, travaille en remote avec une entreprise qui n'est pas au Japon, et passe toutes ses soirées avec des étrangers, vous disiez qu'elle se sent intégrée. Je trouve donc que ces deux seuils sont très complémentaires puisque d'un côté ça illustre bien le minimum nécessaire et de l'autre cela montre bien les nuances qu'il y a dans l'intégration de chaque personne. Maintenant que le cadre est posé, il est temps de parler plus spécifiquement du Japon parce que au final tout ce que je vous ai raconté ici, en fait c'est applicable à n'importe quel pays. La principale compétence qui va conditionner tout ça, c'est évidemment la maîtrise de la langue, ce qui n'est pas une chose évidente lorsque notre langue d'origine elle est occidentale. Je ne m'attarderai néanmoins pas sur le sujet car je souhaite en faire une vidéo à part entière. Même si j'estime que passer le seuil d'intégration n'est pas très difficile, je pense qu'il est très difficile d'être intégré à 100% au Japon, et même dans certains cas, ce n'est même pas désirable. Pour illustrer ça, on va prendre le travail comme exemple. D'un point de vue de l'intégration, il est beaucoup mieux de travailler dans une entreprise 100% japonaise, avec comme langue principale le japonais, un management à la japonaise évidemment, et surtout tous les rituels qui vont avec, comme les nomikai par exemple. Cependant, je pense que vous savez que la culture du travail ici, elle a rien à voir avec celle de la France, et surtout que c'est un point qui est très fréquemment cité lorsqu'on parle des mauvais côtés du pays. À moins d'en avoir très envie, je trouve qu'un étranger a peu d'intérêt à travailler dans ce genre d'environnement, puisqu'il pourrait tout simplement gagner 1,5 fois 2 fois le même salaire en travaillant dans une entreprise qui est internationale. Voilà ce que j'entends par « ce n'est pas forcément désirable d'être intégré à 100%. » Je suis convaincu que s'intégrer le plus possible est une très bonne chose et que ce sera autant bénéfique pour la société que pour nous. En revanche, il faut être aussi réaliste sur le fait que l'intégration, c'est un processus où il faut sortir de sa zone de confort, et il y a une différence entre sortir de cette zone et se mettre volontairement dans des situations qui nous seront néfastes. Un point qui me semble unique au Japon, c'est le fait que peu importe son origine, donc chinois, coréen, vietnamien, français, tunisien, on est tous dans le même panier. Dans l'idée, si en France, aux infos, on voit qu'un arabe a fait une connerie, alors par extension, c'est toute la communauté qui va en prendre pour son grade, alors qu'à l'origine, c'est juste un seul individu qui a fait une connerie. Au Japon, si un Allemand fait une connerie, alors on va pas associer ça à la communauté allemande, on va associer ça aux étrangers. Mais ce n'est pas tout, puisque si un touriste fait une connerie, alors ce sera aussi pour les étrangers, sauf que le touriste, lui, il est reparti dans plusieurs semaines,
alors que nous, les gens qui vivons ici, on est encore là pendant des années. La raison à tout cela est très simple, il y a uniquement 3% d'étrangers au Japon, et surtout une diversité ethnique très faible, et donc si vous n'avez pas la tête d'un local, alors c'est que vous êtes un étranger. Vous avez sans doute déjà entendu parler que les plus sévères envers les étrangers, ce sont les étrangers, et maintenant, vous savez pourquoi. C'est quelque chose qui me semble très difficile tant qu'on l'a pas vécu, mais être dans une position où on ne fait rien de mal et on voit l'opinion publique se dégrader au fur et à mesure, c'est vraiment quelque chose de très désagréable. Pour que ceux qui ne vivent pas ici puissent s'en rendre compte, on a vu lors des dernières élections parlementaires de juillet la montée du parti Sanseito, dont le slogan est Nihonjin Fasto. À part cela, je pense sincèrement qu'il n'y ait pas d'autres particularités liées au Japon. Si vous êtes amené à vivre ici, il faudra tout simplement faire preuve de bon sens. On se renseigne au préalable et on sait d'avance qu'il faudra sans doute changer son comportement. On se met à apprendre la langue, même si c'est une tâche qui n'est pas facile. Plus vous êtes préparé, plus il sera facile d'appréhender la vie ici. Avant de conclure, j'aimerais terminer ce sujet de l'intégration sur une bonne note. Il est très facile de trouver des gens en ligne qui se plaignent de ne pas avoir réussi à s'intégrer au Japon, qui ont eu des mauvaises expériences avec les Japonais, ou encore qui pensent que c'est un scandale qu'on ne soit pas considéré comme un Japonais même si ça fait des dizaines d'années qu'on est là. Je vous le dis, ne laissez pas ces commentaires vous décourager. En ligne, c'est toujours les minorités bruyantes que vous entendez, et cela ne fait évidemment pas exception avec le Japon, puisque dans ce cas-là, vous entendrez surtout les gens qui s'en plaignent. Je ne dis pas que leur plainte n'est pas fondée, je veux juste appuyer le point que c'est souvent eux qu'on entend, puisqu'au final, les gens qui sont satisfaits, ils prennent rarement la plume pour exprimer à quel point c'est le cas. Donc si votre rêve est de venir ici, foncez et ne vous laissez pas décourager par une minorité bruyante. Le problème de ne pas être considéré comme un japonais est réel, en revanche, il faut aussi voir la réalité que ça n'a pas que des mauvais côtés. En tant que non-japonais, on a le droit de faire beaucoup plus d'erreurs qu'un non-natif, on va se faire féliciter pour aligner 3 mots, et ça va être beaucoup plus facile d'engager la conversation grâce à notre différence. Oui, je sais bien que tout le monde n'est pas satisfait avec cette situation, mais je pense qu'un peu de nuance ne fait pas de mal. Soyons clairs, si vous êtes des personnes qui voudraient n'avoir aucun bénéfice et être considérés 100% comme japonais, je n'ai vraiment aucun problème avec ça. En revanche, il faut être cohérent jusqu'au bout, et j'espère que vous savez parfaitement lire l'air, que votre japonais est impeccable, que vous ayez des connaissances que ce soit culturelles, historiques, géographiques très bonnes, en bref, j'espère que vous êtes au niveau d'un natif. Je tourne cela sciemment sous un ton un peu ironique puisque je pense sincèrement que peu de personnes sont prêtes à faire les efforts nécessaires pour être considéré comme un vrai japonais. Sur une note plus sérieuse, j'espère sincèrement qu'un jour, si quelqu'un fait vraiment tous ses efforts, alors il aura la reconnaissance qu'il mérite. Pour terminer, j'aimerais parler d'un point qui va sembler évident pour certaines personnes, mais qui à moi me semble important. Le Japon, c'est pas la solution à vos problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens s'imaginent qu'en venant ici, la vie elle va complètement changer. Quand je serai au Japon, je vais rencontrer plein de personnes, je vais apprendre la langue super rapidement, j'aurai vraiment un boulot top. En bref, j'aurai une meilleure vie. C'est une manière de penser qui n'est pas propre à partir vivre à l'étranger, et c'est quelque chose que tout le monde, et moi le premier, a déjà pensé. Que ce soit quand j'aurai tel objet, quand j'aurai tel âge, ou alors quand je serai au Japon, alors rien ne sera plus pareil. Sauf qu'en général, la seule chose qui va se passer, c'est qu'on va être très content sur l'instant T, et puis une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, et la routine revient, et les problèmes du quotidien avec. Si vous êtes une personne timide et que pour vous rencontrer du monde est quelque chose de compliqué, alors venir ici va juste rajouter des difficultés supplémentaires, puisqu'il y aura la barrière de la langue et de la culture en plus. À moins de faire des efforts, la timidité ne va pas disparaître du jour au lendemain. Si avant de venir, vous n'avez même pas essayé une seule fois d'apprendre sérieusement la langue, pourquoi est-ce que ça changerait ici ? Si l'avenir vous angoisse, alors venir au Japon coupera sans doute cette peur momentanément puisque votre esprit s'est occupé avec la nouveauté. En revanche, une fois tout cela passé, une fois votre situation stabilisée, ce sera le retour des angoisses. Je n'essaie pas de vous dire que les choses n'ont pas changé en venant ici, ce sera le cas et cela aura sans doute un très gros impact sur vous. En revanche, les choses ne vont pas changer du jour au lendemain et les problèmes ne vont pas se résoudre d'un coup, et je vais enfoncer une porte en disant ça, mais c'est des choses qui prennent tout simplement du temps. J'ai moi-même pensé que grâce au Japon, j'allais devenir bilingue ultra rapidement et que l'étude du japonais, c'était presque déjà derrière moi. La réalité, c'est qu'une fois que j'ai été capable d'exprimer, je me suis satisfait de mon niveau et j'ai arrêté d'apprendre. J'étais enfin content de pouvoir m'exprimer et parler avec du monde, et après tout, c'est pour ça que j'avais fait tous ces efforts, pas vrai ? Sauf qu'au fond de moi, j'étais frustré. Frustré parce que dès que la conversation sortait de mes habitudes, alors, je comprenais plus rien. Avant de venir ici, je me demandais qu'est-ce que je voulais faire après mes études. Est-ce que je rejoins une entreprise et suis une carrière classique, ou alors est-ce que j'essaye plutôt de monter ma propre entreprise ? Est-ce que je vais vraiment faire de l'informatique jusqu'à la fin de ma vie, ou alors est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'animent ? Au final, est-ce que ma situation actuelle me convient vraiment ? Je me posais ces questions avant de venir, et puis 2 années se sont écoulées. 2 années durant lesquelles je n'ai pas eu le temps de me poser ces questions. J'ai dû m'habituer à la vie
continuer à apprendre la langue, chercher du travail, changer de visa, rechercher du travail, déménager, meubler mon appartement. En bref, je me suis juste laissé emporter par la vie et par le quotidien. Mais maintenant que ma vie s'est stabilisée, tous ces problèmes qui n'avaient pas vraiment disparu, ils refont surface. Sans doute qu'en venant au Japon, une partie de moi voulait fuir toutes ces questions. Pourquoi affronter le problème alors qu'on peut plutôt l'éviter? Mais la réalité, c'est pas que je les évitais, c'est juste que je les ai traînés jusqu'ici, sans me rendre compte que pendant tout ce temps, ils étaient là, derrière moi. N'espérez pas venir au Japon ou partir à l'étranger avec l'espoir que vous aurez une meilleure vie du jour au lendemain. Peu importe où vous serez, il va aller falloir se battre pas à pas pour obtenir cette vie que vous voulez. Bien sûr, il y aura sans doute plein de choses qui ne dépendent pas de vous sur ce chemin, mais tant qu'on ne s'arrête pas d'avancer, alors il y a toujours une chance d'y arriver. Vous comme moi, on a l'incroyable chance de ne pas être né au Japon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une vie qui me plaît et me fascine autant, précisément parce que je suis né en France, et que pour moi, ici, rien n'est la norme. J'apprécie ces paysages, ces coutumes, cette langue, toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec la France, et ça représente pour moi quelque chose à la fois de découverte au quotidien, et surtout d'efforts permanents qui sont nécessaires, quelque chose que les natifs ne connaîtront jamais. Appelez-moi bandeur du Japon si vous voulez. La seule chose que j'ai à redire, c'est que j'ai rêvé une passion, et même si tout n'est pas toujours très simple, en tout cas, je peux vous dire que je suis en train de le vivre à fond. Ce ne sera peut-être pas le Japon pour vous, mais je ne peux que vous encourager à faire des choix qui auront un impact sur votre vie. L'important n'est pas que tout fonctionne parfaitement du premier coup, l'important, c'est d'avancer pas à pas dans une direction où vous vivrez mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes encore là, pensez au pouce bleu et à l'abonnement si vous souhaitez me soutenir. Cette vidéo a été beaucoup plus longue à produire que ce que j'imaginais, puisqu'elle a vraiment été le fruit de plusieurs itérations, que ce soit sur le script ou sur le tournage. Dans tous les cas, je suis quand même très content du résultat final, mais si vous avez le moindre retour à me faire, alors n'hésitez pas en commentaire. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous dis à une prochaine.